Christelle Comet, bonjour. Christelle, vous êtes vice-présidente de l'association Les Mamans Louves. Merci pour cette interview que vous accordez au magazine Nexus. Merci de répondre à mon invitation, Christelle. Alors, le 5 mars 2024, le Conseil supérieur des programmes a dévoilé le premier projet de programme d'éducation à la sexualité pour tous les élèves de la maternelle à la terminale. Le Conseil supérieur des programmes, je précise ce que c'est pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'une instance du ministère de l'Éducation nationale et réunissant des personnalités politiques, économiques et universitaires. Christelle Comet, comment avez-vous réagi à ce projet, à cette annonce? Bonjour Armel et merci pour cet espace de parole. Alors, comment on y a réagi? Eh bien, on savait que déjà il avait été consulté puisque ça a été une saisine réalisée par le précédent, enfin un des ministres de l'Éducation nationale, parce qu'on n'est plus à l'heure de les compter, Pape Ndiaye à l'époque, qui saisissait donc le Conseil supérieur des programmes en 2023. Je tiens d'abord à préciser que ce sujet, on le porte depuis maintenant 1 an en partenariat avec SOS Éducation, qui est une association qui est mobilisée sur la question essentielle de l'intérêt supérieur de l'enfant et qui donne la priorité à l'instruction à l'école. Donc, évidemment, que si on peut entendre à bien des endroits dans les médias que finalement le fait de codifier cette éducation à la sexualité permettrait de ne pas laisser place aux intervenants et leur représentation de ce qu'est l'éducation à la sexualité. Et on l'a vu, cette place de ces représentations a généré pas mal de dérives. Eh bien, très clairement, aujourd'hui, notre position est de dire que on pense que l'essentiel du sujet n'a pas réellement été traité. Pourquoi? Parce que nous, depuis 1 an, on est sollicité par de nombreux parents qui, dans le cadre de ces séances d'éducation à la sexualité qui sont réalisées à l'école pour leurs enfants, ont vu leurs enfants revenir traumatisés de ces séances parce que on a abordé la sexualité au sens strict auprès de leurs enfants, alors que la circulaire de 2018 notamment prévoit qu'on n'aborde pas la sexualité au sens strict. Je me permets de vous interrompre une seconde, Christelle. L'été dernier, j'étais venu vous voir pour réaliser une mini-enquête sur justement ce problème grave. Et vous m'aviez dit à l'époque que les plaintes de parents d'élèves commençaient à vous remonter, aussi bien au sein des Mamans Louves que d'SOS Éducation. Est-ce que depuis cette époque, c'est-à-dire depuis le mois de juillet, il me semble, est-ce que les plaintes se sont multipliées? Est-ce que les cas d'enfants traumatisés, pour reprendre votre terme, se sont multipliés? Absolument. En fait, sur tout au long de l'année, on a comptabilisé environ une centaine de témoignages de la part de ces familles. Donc, une centaine de témoignages, quand on sait que une classe compte 30 élèves, je vous laisse faire l'équation mathématique, on n'est pas sur des cas qui sont à la marge. Donc, nous, on appelait ça dérive pour pouvoir faire entendre que logiquement, ça ne doit pas intervenir parce qu'on est censé avoir un cadre strict, mais on a cette tendance à la généralisation en fait de ces effractions psychiques qui sont générées chez les enfants quand eh bien on leur donne accès à des contenus qu'ils ne sont pas capables de traiter et qui ne correspondent pas à leur stade de développement. Donc aujourd'hui, on est face à donc une matière qui va être intégrée à part entière, comme les mathématiques et comme le français. Par rapport au projet dont on parlait au départ, qui est celui du Conseil supérieur des programmes, qui a été mandaté pour fixer un ensemble donc de contenus. La problématique que je voudrais évoquer avec vous, c'est déjà ce qu'on n'entend pas dans le débat public, au-delà de la question est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, puisque on fait semblant d'interroger les parents, puisqu'en réalité on se fiche bien de leur avis, puisque tout ça va être imposé. On sait que quand le Conseil supérieur des programmes est interrogé, dans 95% des cas, c'est mis en application. Donc on sait qu'en septembre, on aura une application de ces programmes. Ça, il faut être clair là-dessus. Ensuite, ce qui pose problème, c'est que dans ces débats,
on est sur un questionnement qui est binaire, sauf que cette question, elle peut pas être traitée d'un simple point de vue d'opinion. C'est pas une opinion de savoir si on est pour ou contre. D'abord, ce qu'il faudrait faire, c'est poser la question, est-ce que c'est dans l'intérêt des enfants? C'est ça la réponse à laquelle on doit apporter une clarification. Et pour ce faire, à minima, il faut consulter des spécialistes de l'enfance, qui sont nombreux d'ailleurs, et qui dénoncent d'ailleurs cette éducation à la sexualité telle qu'elle est faite depuis des années. Et ce programme ne viendra pas changer cette méthodologie parce que, et là je vais vous citer donc une partie d'une interview qui a été réalisée par donc le président du Conseil supérieur des programmes, Mark Sheringham, qui répondait dans une interview de décembre 2023 à la chose suivante. Il nous indique que les programmes n'indiquent pas les méthodes, mais les objectifs. Donc, ils établissent les connaissances et les compétences que les élèves doivent avoir acquises. La méthode pour y parvenir n'est pas strictement de notre ressort, d'autant que le Code de l'éducation consacre la liberté pédagogique. Depuis 2005, le professeur choisit la manière par laquelle il va enseigner son programme et on donne parfois des recommandations, mais en réalité, cela dépend de chaque enseignant. Donc, les problématiques auxquelles on a dû faire face, qu'on a nommées dérives, elles ne seront pas résolues par l'établissement d'un programme, puisque que ce soit qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des intervenants d'associations extérieures, d'ailleurs ça a été précisé, ça dans le cadre de cette consultation et de ce rapport, on nous a dit que ce seront des associations qui sont qualifiées et qui sont validées par l'éducation nationale, donc agréées. Mais le problème restant est que cette liberté de parole, cette liberté de conscience qu'aura chaque intervenant ne permet pas de poser les garde-fous essentiels à éviter tout dérapage, si on peut encore appeler ça dérapage, parce qu'il s'agit aujourd'hui de développement psychique, cognitif et affectif des enfants qu'on vient entraver, d'une part par ses propres représentations, et je le redis à chaque fois, et d'autre part par la méconnaissance absolue de ce qu'est le besoin de l'enfant, les différents stades de développement. Donc, on est très inquiet. Évidemment qu'on est très inquiet parce que, d'ailleurs, vous me posiez la question, donc ces témoignages de parents vous sont remontés. Alors oui, ils nous sont remontés, mais en plus, on les a fait remonter au plus haut sommet de l'État. Est-ce qu'on a eu des réponses? Absolument pas. Aucun écho. Aucun écho, comme je vous le disais en juillet dernier. Aujourd'hui, le discours, je le réaffirme, nous n'avons eu aucune réponse de la part du ministère de l'Éducation nationale. On a sollicité également donc tous les parlementaires du pays, qu'il s'agisse des députés, des sénateurs, pour les mobiliser sur ces questions essentielles. Très franchement, là, on est en train de dépouiller les retours, mais c'est infime. Enfin, je veux dire, dans ce pays, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui font cas de ce qui est important, en fait, pour les enfants. Donc, comment l'expliquez-vous, Christelle? Comment expliquez-vous cet autisme des autorités de l'éducation nationale? Il y a une explication rationnelle ou pas? Je ne sais pas s'il y a une explication rationnelle, j'ai envie de dire qu'on y est habitué. On y est habitué parce que, au même titre, quand on s'est mobilisé sur les questions de l'impact de la crise sanitaire sur la santé mentale des enfants, on a été très peu écouté. C'est toujours a posteriori, en fait, le problème qu'on réagit. Et aujourd'hui, il y a une totale déresponsabilisation de la part de l'État sur bien des questions qui concernent donc les enfants à plusieurs titres. Et on a également des députés ou des sénateurs que l'on rencontre et qui nous disent, mais nous, on est tellement acculés par les sujets qu'on n'a pas le temps de les traiter et on n'a pas le temps de poser des expertises. Donc, heureusement que vous le faites. Le problème, c'est que quand on le fait, derrière, eh bien, ça n'est pas porté. Voilà, on prend pas le temps de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait réellement pour protéger les enfants? Et donc, je pense qu'on peut venir aussi au vrai sujet du débat, parce que ce qu'on a pu entendre récemment sur différentes radios comme RMC, comme Sud Radio qui lancent des consultations, on entend toujours ceux qui sont en faveur de ces programmes d'éducation à la sexualité dire que évidemment qu'il faut pouvoir faire ça dans le cadre de l'école, parce que on a nécessité à protéger les enfants essentiellement sur 2 points. Le premier, c'est lutter contre les violences sexuelles. Le deuxième, c'est lutter contre l'accès précoce à la pornographie.
Alors, évidemment, on va être clair. Bien sûr qu'il est utile d'effectuer de la prévention sur ces questions de violences sexuelles. Parce que oui, un enfant sur 10 est victime de violences sexuelles, notamment dans le cadre infrafamilial. C'est une réalité. Maintenant, la problématique, c'est que si on fait cette prévention, mais c'est pas n'importe comment, en fait, qu'elle doit être faite. Voilà, c'est avec un certain cadre, avec des questions qui doivent être traitées de manière invariablement ajustable, et les professionnels de l'enfance sont très clairs. Ce qu'il faut faire, c'est poser les interdits de l'inceste. Voilà. Mais pour ça, il faut également connaître le développement de l'enfant. Donc, ce que j'ai préparé pour vos auditeurs, c'est quelques éléments de ces professionnels qui sont très clairs et qui viennent poser quand même le cadre de ces glissements que l'on peut observer et qui ne seront encore une fois pas résolus par l'arrivée de ces programmes. On a par exemple Régis Bruno, qui est un pédopsychiatre expert dans les tribunaux auprès d'enfants victimes d'abus sexuels, donc qui a travaillé toute sa carrière à porter donc des cas d'enfants qui ont été victimes de ces violences et qui explique que le développement cognitif et psychique de l'enfant s'observe par des processus qu'il met en œuvre pour traiter l'information et apprendre. Ça, c'est fondamental quand même de le savoir et vous comprendrez plus tard pourquoi. Qu'il s'agisse de sexualité, de mathématiques ou d'une bêtise, les principes restent les mêmes. Le jeune enfant cherchera à mettre en application, à imiter, à reproduire, sans d'ailleurs avoir conscience des conséquences sur lui et sur les autres. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Quand on vient banaliser la sexualité adulte dans le monde de l'enfance, ça n'est en rien de la prévention, puisque, comme on vient juste de le dire, l'enfant, par définition, pour pouvoir grandir, il va imiter. Donc si, comme dans des cas très concrets que l'on a portés, on vient dire à des enfants de l'école élémentaire ou encore en maternelle, parce que c'est tristement arrivé, pour le plaisir, il est possible de faire le sexe dans les fesses. Pour le plaisir, le garçon peut introduire le sexe dans celui de la fille, etc. Mais qu'est-ce qu'on vient faire en fait? On vient inciter l'enfant à mettre en application ces représentations qu'on lui impose déjà par l'autorité et par sa figure de référence, puisque l'enfant a deux figures d'autorité essentielles, c'est le parent et l'école avec l'enseignement. Donc avec une valeur d'autorité, on vient mélanger le registre sexuel adulte dans ce qu'est le monde de l'enfant. Donc au lieu finalement de les préserver et de jouer un rôle de prévention qui est essentiel, on vient davantage les mettre en danger. Donc on est dans le au contraire. Certains propos et contenus donc présentés sur la sexualité adulte peuvent créer une confusion entre ce qui relève de la sexualité autorisée et les interdits de l'inceste. Existe-t-il, Christelle, des contre-exemples? Est-ce qu'on sait si ces cours d'éducation à la sexualité, pour reprendre le terme de l'éducation nationale, ont produit des effets positifs sur les enfants? Est-ce qu'il y a des contre-exemples? Alors, on entend régulièrement des interventions qui sont faites dans les médias qui disent que c'est le seul moyen. Après, est-ce qu'au niveau statistique, on a réellement des retours quantifiables des bénéfices de cette éducation à la sexualité? Clairement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse et je pense que si la réponse était là, on l'aurait gravé dans le marbre et marqué sur le papier et ça serait un argument avancé par ces pro-éducation à la sexualité. Ce qui peut expliquer qu'il n'y ait pas réellement de retour statistique, c'est qu'effectivement, jusqu'ici, l'éducation à la sexualité n'a pas été mise en œuvre, en fait, dans le cadre de la scolarité, dans le cadre de cette loi qui oblige ces 3 séances d'éducation à la sexualité, loi qui date de 2001. Alors, on sait très bien pourquoi ça n'a pas été mis en place. D'une part, parce que le rôle de l'école, c'est d'instruire les enfants, de leur apprendre à minima à lire, écrire et compter, ce qui est malheureusement plus le cas aujourd'hui en France quand on regarde les derniers résultats au classement de PISA. On sait très bien que l'école a de gros problèmes en matière d'organisation, de manière générale, des difficultés à recruter, des enseignants qui malheureusement ne peuvent plus faire leur travail correctement avec des classes surchargées, avec
eh bien, une profession qui s'étiole parce que mal payée, parce que pas considérée, etc. Donc ça fait l'objet donc d'un recours en Conseil d'État par 3 associations militantes, hein, il faut le rappeler. Pour ne citer qu'elles, c'est le planning familial, par exemple, qui ont sommé l'État finalement pour faire cette mise en œuvre de manière effective. Voilà. Donc aujourd'hui, on est incapable de dire si cette éducation à la sexualité, elle a permis de manière chiffrée de réduire les violences sexuelles. Et pour ça, par contre, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai récupéré dans le rapport de SOS Éducation. J'en parlerai tout à l'heure de ce rapport, parce qu'il faut absolument que les auditeurs puissent y avoir accès. C'est que l'éducation nationale sait pertinemment que malgré ce qui peut être mis en place, dit qu'elle est parfaitement consciente des limites de l'éducation à la sexualité concernant la prévention des agressions ou des possibles effets indirectement culpabilisants. Et elle dit donc, dans le cadre de la prévention des violences sexuelles commises à l'égard des enfants, il ne s'agit pas uniquement de leur apprendre que leur corps leur appartient et qu'il faut dire non aux agresseurs. Un enfant, même averti, là c'est très très important, sera le plus souvent dans l'impossibilité de s'opposer à un adulte déterminé et se sentira par conséquent coupable puisqu'il n'a pas été en mesure d'éviter les violences si elles adviennent. Et donc, on ne peut nier l'importance de la mise en garde des enfants contre les agissements de certains adultes. Néanmoins, ils ne peuvent être les seuls responsables de leur propre protection. Et donc, à ça, Armel, je vais ajouter une chose, là, qui est un extrait qui est tiré donc du rapport de la Civise, qu'on a peut-être plus à présenter aux auditeurs, parce que c'est voilà, ça fait quand même une actualité assez prégnante ces derniers mois. Elle dit la chose suivante. Donc, l'éducation nationale doit également veiller à ce que ces séances soient organisées d'une façon qui soit conforme au développement physique, psychique, affectif, intellectuel des élèves, sans quoi elle peut devenir dangereuse pour les enfants. Ok ? Ce que met en exergue ce rapport, qui préconise la formation de l'ensemble du personnel éducatif aux outils de repérage. Et là, c'est très important, parce qu'il faut des dispositifs de repérage mis en place dans l'éducation nationale pour pouvoir permettre aux adultes qui encadrent les enfants de détecter les enfants de violences sexuelles. Et donc, pour ça, ce qui est préconisé par la Civise, c'est de mettre en place un espace dédié pour accueillir la parole de l'enfant dans chaque établissement avec des adultes protecteurs formés pour accompagner les enfants. Voilà. Donc, si on veut réellement protéger les enfants, si c'est l'objectif concret de l'État, dans ce cas-là, il va falloir prendre à bras-le-corps le sujet et permettre que ces dispositifs soient effectifs au sein de l'école. Il faut aussi, je le répète encore, arrêter de croire que les enfants sont des adultes en miniature et qu'on peut leur tenir des discours qui visent à les protéger en banalisant la sexualité, parce que c'est tout l'inverse que l'on fait. Voilà. Pour reprendre, pour faire écho à la question que je vous posais précédemment, Christelle, on sait, enfin en tout cas, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits, beaucoup de psychologues s'en sont émus. On sait que les risques d'une sexualisation précoce sur l'enfant peuvent provoquer des dégâts. Mais est-ce qu'il existe des données, des études démontrant qu'il pourrait y avoir intérêt à parler de sexe à de très jeunes enfants? Mais absolument pas, ça n'a rien de scientifique. Il n'y en a pas. Ça n'a rien de scientifique. D'ailleurs, c'est tout l'objet du rapport qui a été rédigé par SOS Éducation, qui a fait l'objet d'un travail pluridisciplinaire avec des experts renommés de l'enfance, dont Maurice Berger, dont Régis Bruno, Nicolas Théa, pour ne citer que, parce qu'il y en a bien d'autres et qui ont fait d'ailleurs le choix de ne pas trop s'exposer au devant de la scène médiatique, avec toutes les conséquences que cela comporte quand on remet en question justement une science qui n'en est pas une donnée par la doxa. D'accord ? Donc, c'est très clair. La question a été posée dans ce rapport. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de leur parler de sexualité? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il y a des données scientifiques qui permettent de confirmer que l'on fait bien de parler de sexualité aux enfants? La réponse est non. On est parti
de standards de l'OMS, que les gens l'acceptent ou non, parce que tous ces gens qui viennent vous opposer qu'on raconte n'importe quoi et que c'est tiré du chapeau, ben ce sont malheureusement des gens qui n'ont pas fait l'effort de travailler le sujet. D'ailleurs, c'est pas nié par l'institution, et ça a d'ailleurs été repris par Mark Sheringham du CSP. On est dans la continuité de l'idée donnée par l'OMS qui consiste à changer de paradigme, et ça, j'invite tout le monde à le vérifier. Les propos de Mark Sheringham ont été ceux-là. Effectivement, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est aborder la sexualité non plus seulement sous l'angle de la biologie et de la prévention qui consiste à lutter contre les IST notamment, ou parler de sexualité au sens interdit, mais on veut parler de sexualité plaisir, positive. Voilà, on est dans ce changement de paradigme. Alors, la question, encore une fois, c'est pas l'utilisation sémantique. Qu'on veuille dire que le sexe, c'est pas seulement la biologie, à la rigueur, pourquoi pas? Mais à qui? Et comment? C'est ça la vraie question. Parce que aujourd'hui, on est face aussi, il faut le dire, à une bascule, un changement sociétal. Voilà. La société aujourd'hui se déresponsabilise concrètement de sa responsabilité première. Et ça, j'aimerais quand même qu'on l'aborde. J'aimerais quand même qu'on le dise parce que ça nous permettra ensuite de traiter le deuxième argument qui nous revient toujours, qui est celui de dire « Ah oui, mais il faut lutter contre l'accès à la pornographie ». Alors, soyons clairs. Aujourd'hui, c'est le rôle des adultes que de protéger les enfants. Ce n'est pas aux adultes de se protéger eux-mêmes parce que, on vient de le dire aussi précédemment, ils n'en ont pas la capacité. D'accord ? Tout simplement. Donc, ce qu'il faudrait, en fait, dire à vos auditeurs pour qu'ils comprennent l'enjeu du sujet, c'est que oui, on est dans une bascule sociétale. Oui, on a un accès aux écrans qui est de plus en plus tôt. Oui, on a des enfants qui ont des téléphones portables dès l'âge de 9 ans, principalement. Et on vient vous dire, oui, ils ont accès à la pornographie à partir de l'âge de 9 ans. Moi, je demande des statistiques concrètes, parce que pour l'instant, ceux qui avancent que tous les enfants de 9 ans ont accès au porno, moi, je doute réellement de ces faits. Qu'il y en ait quelques-uns, peut-être, effectivement, parce que les parents n'encadrent pas et ne limitent pas cet accès, peut-être. Mais pour autant, il n'est pas nécessaire de généraliser et de confronter ces mêmes enfants au réel sexuel au prétexte qu'ils vont avoir de mauvaises représentations par l'accès précoce aux enfants. Donc pour ça, par exemple, on a relevé un propos de Sabine Duflo, qui est psychologue clinicienne spécialisée sur les questions de l'impact des écrans. Et donc, elle nous explique que les parents doivent être conscients aujourd'hui qu'on donne de manière permanente des injonctions contradictoires aux enfants qui perturbent leur développement. Pourquoi ? Parce que si l'enfance, c'est le temps de l'insouciance, de la curiosité, qu'est-ce qu'il en est justement de cette société hyper sexualisée où on a, en matière de curiosité à propos de la sexualité, des enfants qui sont soumis de nos jours à une double contrainte. Cette double contrainte, elle consiste à dire que d'une part, on a de manière omniprésente des images à connotation sexuelle sous toutes ses formes, que ce soit au coin de rue, dans les médias et à l'école, et d'autre part, l'interdit de voir ce qui se passe pour de bon dans la vie des grands. Parce que c'est ça, poser les limites. On n'ira jamais nous dire en tant que parents, viens que je t'explique comment ça se passe dans le lit de papa et maman. Enfin, sauf chez les tarés. Pardon, l'expression, mais il faut être clair aussi. Donc, ces injonctions contradictoires perturbent les enfants. Et ce qu'il faudrait, c'est protéger les enfants de ces contenus inappropriés et savoir réagir quand ils y sont soumis. Ça fait désormais partie intégrante du rôle des parents, mais à condition qu'ils se l'approprient, ce rôle. Parce que on peut dire deux choses, c'est qu'il y a une déresponsabilisation qui est institutionnelle, donc de la part du gouvernement, mais aussi des parents. Donc il y a une sensibilisation à faire aussi auprès des parents pour qu'ils jouent leur rôle, tout simplement, premier, qui est de protéger leurs enfants. Et ce que dit Sabine Duflo, et c'est très intéressant, elle se positionne de manière claire, elle dit que l'éducation à la sexualité ne peut pas être le palliatif d'une société dans laquelle le sexuel est omniprésent et dont les enfants sont des victimes. L'école n'a pas à les instruire dans un domaine qui leur est interdit pour de bonnes raisons, parce qu'elle doit les protéger. Voilà. Et ensuite, elle dit aussi la chose suivante, c'est qu'éduquer à la sexualité
afin que les enfants soient mieux préparés pour aborder la pornographie, c'est une faute grave qui démontre la méconnaissance de l'enfant, de son développement, et de ses besoins. Donc nous, ce qu'on dit avec SOS Éducation, avec laquelle, je le rappelle, on travaille en partenariat sur ce sujet, on dit la chose suivante. C'est qu'en plus de tous les risques que comporte cette éducation à la sexualité, elle ne s'attaque pas aux actions vraiment utiles qu'il faudrait mettre en place, à savoir cesser la sexualisation dans l'espace public, instaurer des barrières effectives et fiables d'accès à la pornographie sur Internet pour les mineurs. Donc concrètement, on est capable de payer un abonnement téléphonique qui nous coûte à peu près 100 € par an. C'est 10 € par mois un abonnement téléphonique. Eh bien, pourquoi ne pas faire payer un accès d'une valeur de 100 € pour ces sites pornographiques afin de permettre aux enfants de ne pas pouvoir y accéder parce qu'ils n'ont pas de moyens de paiement. C'est ça la vraie responsabilité que doit prendre le gouvernement. Elle est là, la responsabilité. Quand on veut faire croire au peuple français qu'on est là pour protéger les enfants, on doit assortir ces propos d'action. Voilà, on doit arrêter de faire semblant, en fait. Et par ailleurs, ce qu'il faut aussi, c'est respecter la parole de l'enfant qui est victime d'inceste. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un clair problème dans notre système judiciaire. Et ça, j'invite tout le monde à regarder les travaux de la Civise. Et également, juger 100% des plaintes pour abus sexuels, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Tout récemment, Christelle, on pouvait lire ce titre dans la presse: Éducation à la sexualité dès la maternelle. L'intitulé fait peur, explique un directeur d'école. L'intitulé. Donc, ce directeur d'école explique qu'en fait, on s'y prend mal parce que les mots sont clairement mal choisis. Alors, ça vous fait sourire ou ça vous inquiète encore plus quand un directeur dit que en fait c'est juste une question de mots et qu'il faut changer les mots et ça réglera le problème? C'est un peu ce qu'il dit. C'est absolument un faux débat, encore une fois. Faut savoir que SOS Éducation donc a été reçu en consultation lors de la consultation qui a été menée par le CSP, puisqu'elle a fait l'effort de recevoir différentes structures pour apporter des points de vue d'experts. Cette question a été posée. Est-ce que ça vous irait si on changeait de sémantique? Mais en fait, la question ne réside pas ici. Il ne s'agit pas de sémantique. Il s'agit, encore une fois, de revenir à la base. C'est-à-dire que ce que dit ce directeur, ça fait peur dans la tête des gens quand on parle de sexualité. C'est la représentation de ce qu'on s'en fait avec la reproduction, l'homme, la femme, le sexe. Alors, oui, c'est un vrai problème en soi. Parce que c'est ce qui autorise aujourd'hui des intervenants à parler de sexe stricto sensu. Donc forcément que la sémantique joue, mais c'est pas parce qu'on va appeler ça vie affective et relationnelle, comme ça a été d'ailleurs le cas ça a été reprécisé pour la maternelle et pour l'école primaire, mais on en revient à cette problématique qui est de dire comment ça va être encadré, comment sont formés ces personnes qui vont intervenir auprès de nos enfants, qui n'ont aucune connaissance du développement psycho-affectif des enfants. Quand je parle de connaissances, c'est de réelles connaissances. Ceux qui ont cette connaissance-là, ce sont des professionnels de la psychologie, par exemple. Or, un enseignant, ça n'est pas un psychologue, ça n'est pas un pédopsychiatre. Un intervenant d'associations qui sont d'ailleurs, on va le rappeler, la plupart des idéologues n'ont pas de connaissances. Ils partent d'idéologie. Vous voyez? Donc, la problématique centrale, encore une fois, ça reste le contenu, les intervenants et ce qu'ils vont en faire. Et pour ça, on n'a pas de réponse parce que le Conseil supérieur des programmes le dit bien. On n'est pas là pour faire le garde-fou en fait de ce que va dispenser l'enseignant. Ils sont assez grands pour ça. Donc chacun pourra faire ce qu'il veut. Mais oui, évidemment. Évidemment, même si sur le papier c'est tout joli. Combien on en a? Nous, on a eu un assaut là récent d'enseignants qui sont venus sur Twitter pour nous lyncher et nous faire passer pour des gens contre la protection de l'enfance. Vous voyez un petit peu l'inversion. On est venu nous dire mais vous êtes finalement pour protéger les prédateurs sexuels. Mais
attendez, nous ce qu'on dit, c'est que sur le papier, alors on nous demande à chaque fois, mais qu'est-ce qui vous dérange puisque le programme est clair, tout est précisé par âge, mais en fait, on peut toujours en revenir à cette question de base, c'est que même si sur le papier, il est précisé que on va aborder ce qu'est le corps, le respect de soi et des autres, etc. Mais rien n'empêche, en fait, à un moment donné, qu'il y ait des dérapages. Donc moi, ce que j'attends concrètement avec l'association des mamans louves, eh bien, c'est que soit précisé qu'est-ce qui va être fait dans le cas où on aura encore des dérives qui interviendront. Est-ce que l'État, qui nous ignore, va d'un coup avoir l'illumination de se dire « Ah oui, il y a peut-être un problème, il va falloir qu'on assortisse ça de sanctions ». Qu'est-ce qui va être mis en place pour qu'en amont, il y ait un discours clair en disant « Attention, ceux qui interviennent auprès d'enfants, si jamais vous vous amusez en fait à sortir du cadre qui est celui du respect de l'enfant, il va vous arriver des problèmes. » Parce qu'il faut le dire, il faudrait le dire. Peut-être que ça permettrait de résoudre une partie du problème. Je ne dis pas que ça résoudra l'intégralité. Hein. Donc pour l'instant, en tout cas, le ministère de l'Éducation nationale reste complètement sourd à vos attentes, aux attentes de l'association et des mamans louves et de SOS Éducation. Complètement sourd. Tout à fait. Et puis, d'ailleurs, je pense que c'est enrichissant de le savoir. On a contacté l'instance qui est censée s'occuper des enfants avec Perrine Goulet, pardon, et on nous répond toujours la même chose. Quand on nous répond, c'est arrêtez, en fait, on est absolument favorable à cette question d'éducation à la sexualité parce qu'elle permet de protéger les enfants. En fait, le vrai débat, Armelle, est évacué. On n'est pas entendu sur ces questions parce que tout le monde est convaincu que finalement, d'ailleurs, il faudrait peut-être se poser la question pourquoi on aurait intérêt à proférer de tels mensonges, alors que, rappelons-le à vos auditeurs, nous sommes des associations avec une responsabilité juridique et que on pourrait être attaqué pour des mensonges pareils. Or, tous les cas de témoignages, je terminerai là-dessus, que l'on a eu, ont été signés de la main des parents par mandat. Donc, c'est pas sorti du chapeau. Et c'est pas, comme le dit Laurence Rossignol, le fruit de nos fantasmes. Nos fantasmes sont bien ailleurs. Faut quand même qu'on se le dise. Vous faites référence à la sénatrice Laurence Rossignol. Tout à fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Christelle, avant de clore cet entretien? Je pense que oui, ce qu'on peut dire aux parents, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de pouvoir essayer de protéger ses enfants, c'est de s'investir en fait sur ce qui se passe à l'école. Demander en conseil d'école quel va être le contenu dispensé aux enfants. Alors, on sait clairement pas comment ça va se passer maintenant que c'est intégré dans les programmes. Ce qu'on peut espérer, c'est que puisqu'il s'agit d'une matière comme d'une autre, comme les mathématiques, eh bien, on est censé pouvoir contrôler le programme qui est fait pour ce que reçoivent les enfants sur les mathématiques. Alors, espérons que on ait des cahiers, par exemple, qui nous permettent de vérifier le contenu de ce qui est dispensé pendant ces séances, et encore une fois, d'ouvrir le dialogue, vraiment d'ouvrir le dialogue avec l'établissement scolaire des enfants. Vous pouvez leur partager le rapport qui a été rédigé par SOS Éducation, qui est disponible sur leur site, soseducation.org ou sur le nôtre. Vous le retrouverez également sur les canaux comme Twitter, où on l'a largement partagé, parce que il est sourcé. C'est un rapport qui est fouillé et qui vous permettra d'avancer des arguments solides qui consistent à dire qu'on n'est pas là pour intervenir avec moralisme, mais simplement dans l'intérêt uniquement des enfants. Voilà. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci à vous, beaucoup. Armelle. Merci beaucoup.